Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, vous connaissez le principe, on parle beaucoup et on parle de plein de choses. C'est 19h, peut-être que vous nous regardez en replay, peut-être que vous nous regardez en podcast sur Spotify, Apple Music, Deezer ou toute autre plateforme audio. On est ravis d'être avec vous et ce soir on est entouré, on est un peu plus nombreux. Il y a tout de suite Jonathan, je vais tout de suite saluer. Ça va Joe ? Salut. C'est la première fois que tu es sur le plateau je crois. Oui, t'as pas pensé à m'inviter avant. Si, t'es venu plusieurs reprises à la télé. En vrai, non. Oui, mais on avait non. besoin d'un laps de temps pour se préparer pour t'avoir Ça avec marche, nous. ça marche. On est ravis de t'avoir. Alors Jonathan, vous le connaissez, c'est mon frère. Enchanté. Et puis aussi qui est médecin et on aura l'occasion de parler de plusieurs sujets. Ah bon, maintenant tu parles alsacien. Plusieurs sujets médicaux. C'est l'accent alsacien. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi lié à son témoignage. On va parler de la dépression et de son expertise et on va parler aussi, vous allez voir juste après les présentations, de la phytothérapie et de l'homéopathie. Je sais que ça fait parler. On a Laurent en face de moi. Ça va Laurent ? Ça va. T'es en forme ? Ouais, Tes cours se passent bien ? on va dire oui. Bon, le cher Ça c'est pour faire court. Chers élèves qui l'écoutaient, je suis pas sûr qu'il est super ravi de Réagissez. vous. Claude, tu vas bien ? Bien. Et remarque, je suis à l'heure. Et tu es à l'heure. Alors, faut savoir, les amis, que Non, faut tout dire. Non, bah Là, là, sa réputation. Claude a une bien. réputation. Invitez-le une fois, vous verrez, vous connaîtrez sa réputation. On est ravis en tout cas de t'avoir, et Nathalie. Et ben moi, je suis ravie d'être avec vous. Bon, Voilà, ce soir. toujours à l'heure, toujours souriante. Oui, j'ai appris à être à l'heure. C'est bien. Avec moi, d'ailleurs. Appris, bien entendu. Avec À bonne école. Pousse pas le bouchon trop loin. Ah, Aujourd'hui, on est sur la 92e émission. On approche de la 100e. On va la faire probablement. 92. Je crois que là, on est fin janvier ou début février. Donc, on va probablement la faire pour mars. La 100e. Donc, voilà. On va Tout le peut-être monde faire sur un le plateau repas. Ouais, ça serait bien peut-être un repas, repas. avec On un est petit d'accord. vin Hein. et tout, ça, Avec un petit Vin. Un petit vin. Bah Ouais, oui, mais petit oui. vin. Et pour tous C'est nos bon pour la amis qui ne santé. boivent pas de l'alcool, on est Juste un ravis. petit peu. Non, en tout cas, ça va être vraiment un bon moment. Très bonne idée. Genre, oui, mais toi, tu es gourmand. Hein. Est-ce que tu étais sur l'émission quand j'ai fait sur le régime ? Absolument pas. Ah, voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pense à moi à ce moment-là. Bon, Chacun son expertise. alors on a de quoi parler aujourd'hui parce que je vous explique un peu le cheminement. Il y avait Jonathan qui devait venir pour la partie dépression. Et puis en préparant l'émission, je me suis dit, mais tiens, ça serait intéressant de faire une partie sur la question de... moi, la question qui venait plutôt, c'était l'homéopathie. Et Joe m'a proposé aussi de parler de la phytothérapie. Et donc, on va essayer de creuser un petit peu en sachant que, particulièrement l'homéopathie, ça pose problème aussi à beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens. Le but, les amis, c'est voilà, que vous puissiez réagir sur les réseaux, sur les espaces commentaires, mais je le rappelle que tout propos méchant, on va l'enlever. Parce que de temps en temps, je vois des petites pépites de gens qui C'est pas gentil. qui se défoulent. Ouais, Voilà, c'est pas le but, ils hein. ne le diront Pas gentil jamais d'être en méchant. face, mais ils se défoulent comme ça. Et c'est pas l'espace de la porte ouverte, ni de on s'y retrouve. Donc si c'est méchant, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais si c'est méchant, on l'enlève. C'est bon pour vous ? C'est bien dit. C'est très bien. Bravo. Bon, on est content, Claude, on est content. Alors, on va commencer peut-être, Joe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la phytothérapie ? Et ensuite, on va basculer sur l'homéopathie. Avec et ensuite, plaisir. on va basculer sur la Avec dépression. plaisir. Alors je précise quand même, hein, parce que mon champ d'expertise, c'est celui de l'allopathie. L'allopathie qui peut faire hérisser le poil parfois, mais mine de rien, c'est quand même la médecine de tous les jours, en gros. L'allopathie, c'est un petit peu voilà, la médecine qu'on apprend aujourd'hui à la fac de médecine. Donc je sors un peu quand même de mon champ d'expertise habituel, en parlant phytothérapie, homéopathie, tout en disant qu'effectivement, on est quand même assez régulièrement confronté à la question. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est que la phyto ? Parce que Pardon. des fois, vous en prescrivez aussi, non ? On peut en prescrire, sans Ok. problème. On peut. Est-ce qu'on le fait ? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on peut ? On peut tout à On fait. va avoir son avis tout à l'heure. Donc la question en tout cas de la phytothérapie, je trouvais que c'était intéressant, oui, de mettre en perspective en fait la question de l'homéopathie et de la phytothérapie parce qu'on est sur deux médecines qui peuvent être considérées comme des médecines parallèles ou médecines douces. Je mets vraiment des guillemets sur le terme de doux, mais on va voir que c'est clairement deux choses bien différentes, vraiment très différentes. Donc la phytothérapie, ce sera l'idée de réaliser du soin, que ce soit du soin préventif, du soin thérapeutique curatif, à partir de procédés d'extraction de principes actifs qui viennent des plantes. Donc la question, c'est vraiment, je prends une plante et comment est-ce que je peux tirer le meilleur de cette plante ? Il y a quand même deux grandes écoles dans la phytothérapie. Après, on pourrait faire plein de sous-classes, mais je trouve que c'est intéressant de connaître ces deux-là. C'est-à-dire que vous avez de la phytothérapie qui va être plutôt, comme j'ai pu l'entendre ce matin, un peu les soins, les recettes de grand-mère. Donc on sera sur certaines décoctions, certains emplâtres, certaines choses qui sont faites à base de plantes, mais qui vont être faites de manière empirique. C'est-à-dire,
J'ai pris ça une fois, ça m'a fait du bien, je l'ai proposé à un autre, ça lui a fait du bien, et on se rend compte que ça a l'air de faire du bien, donc on continue de génération en génération. Donc c'est vraiment, je teste, ça fait du bien. Et l'autre, on sera plutôt sur de la phytothérapie qui va se rapprocher justement de l'allopathie, où on va essayer de déterminer de quel principe actif il s'agit, et de l'extraire pour réussir à tirer... Pour faire quelque chose. Voilà, ça c'est l'essence même qui fonctionne. Ouais. Et donc avec derrière des études qui vont essayer de déterminer quel dosage, etc., etc. Donc on sera quand même sur ce qu'on appelle de la médecine basée sur des preuves. Je prends des précautions parce qu'effectivement quand on parle de plantes, on n'est pas toujours très sûr où est-ce qu'elle a poussé, dans quelles conditions, etc. Donc il y a plein de variables qui font que l'efficacité n'est pas forcément aussi nette que quand on fabrique le médicament. Mais voilà, dans les grandes lignes, phytothérapie, soins par les plantes, de façon plus ou moins empirique, ou de façon plus ou moins scientifique pour essayer de... Avant d'avoir nos pilules et nos gélules et nos sirops, les gens ils se soignaient aussi avec des plantes. En fait, l'allopathie en elle-même C'est ça. naît de cette science-là. Ouais. On va dire que la phytothérapie, c'est la médecine du passé, mais c'est pas parce que c'était vrai il y a 150 ans, 200 ans que ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est juste qu'on a réussi à se dire, mais attendez, si c'est ça qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le fabriquer nous-mêmes ? Et donc aujourd'hui, un nombre incroyable de traitements sont des traitements qui sont inspirés justement de la nature, inspirés de ce qui a été tiré des plantes. Et on va se retrouver effectivement avec des médicaments qui sont plus que des médicaments qui sont artificiels, mais dont le principe actif n'est juste pas tiré d'une plante, il est fabriqué. Alors pourquoi les gens, les phytothérapeutes, Phytothérapeute, herboriste. non, alors, pas ceux qui le prescrivent, ceux qui en prennent tout le temps. Ok. Les phytothérapeutiques. Les patients, les malades. Les patients, parce que en fait, pourquoi je dis pratiquants, parce que des fois on a l'impression que c'est presque une religion où ils poussent, ils sont, enfin j'en ai rencontré certains où on ne se soigne plus que par ça. Et la question, c'est presque avec un peu d'animosité, avec l'allopathie, l'allopathie générale. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est-à-dire pourquoi ils sont aussi fervents en disant, parce que toi tu dis. Aujourd'hui, notre médecine, elle est tirée de ça. Pourquoi ils sont aussi, ils peuvent être un peu agressifs envers les traitements actuels, quoi. Les gens donc, qui utiliseront plutôt des thérapies de ce type-là. Ouais, ou même En les fait, thérapeutes. après, si tu regardes dans les études qui vont discuter un petit peu de à quoi ressemble le patient qui va avoir accès à ce genre de thérapie, c'est pas tout à fait les mêmes patients que ceux qui vont venir chez le médecin allopathe. Donc déjà, de base, ils ont un profil intellectuel qui est pas le même. Généralement, c'est plutôt des patients avec un niveau intellectuel plus important. Plutôt des patients qui vont avoir justement des conditions de vie qui sont plus saines, ils font plus de sport, ils font plus attention à ce qu'ils mangent, etc., etc. Donc c'est des gens qui ont une philosophie de la santé qui globalement déjà n'est pas la même philosophie. Et là pour le coup ça change tout finalement parce que tu vas avoir des gens qui entre guillemets ne subissent pas leur santé mais qui vont plutôt être acteurs de leur santé et donc ils vont déjà être un petit peu plus des gens qui vont entre guillemets prêcher leurs bonnes paroles. Ok. Ils vont avoir déjà un caractère qui va être de nature à être propagandiste. Il y a pas un autre paramètre aussi, Jonathan, c'est le fait que beaucoup pensent que l'allothérapie, à cause des effets secondaires, de par la chimie, ils ont une crainte en fait à force, alors qu'ils disent que les plantes, au moins, il peut y avoir peut-être des effets secondaires quand même, n'est-ce pas, monsieur le médecin ? Mais ils pensent que c'est moins grave qu'avec l'allothérapie. Ouais, j'en vois même un troisième, mais qui est lié à ce que tu viens de dire, Nathalie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et c'est un mouvement qui s'applique aussi à l'information, une défiance à l'égard d'une médecine fondée sur la science, la même manière qui explique en partie finalement le succès des médecines alternatives, de la même manière que si on applique ça à l'information, il y a une information alternative, les théories du complot. Exactement. Et donc il y a aussi une attitude, il y a un scepticisme à l'égard de l'allopathie, comme tu l'as dit, qui explique en partie... Parce que tu as raison de dire le niveau intellectuel, disons l'éducation, mais je pense qu'il y a aussi ce paramètre-là. Oui, il va y avoir un autre encore qui est celui de dire j'ai tout essayé en allopathie. En plus, finalement, le gain de retrouver une bonne santé n'est pas tant que ça. J'ai trouvé par hasard, par le bouche à oreille, telle plante, ça me fait du bien. Donc pourquoi je me priverais ? Donc je sais pas. Enfin, il y a peut-être la défiance, il y en a sûrement, j'en conviens. Et puis il y a ceux qui tout à coup arrivent aux limites d'un système allopathique. C'est mon côté. Est-ce que vous en prenez ? Vous mangez des plantes pour aller mieux ?
Oui, moi aussi. Vous mangez quoi? Beaucoup de salade, mais... Beaucoup de salade. Salade, bah oui. N'étant pas Non, mais spécialement les malade, la tisanes, question pour moi ne est-ce se qu'on pose peut pas. Non, mais les dire que tisanes, est-ce qu'on- voilà, j'allais dire les tisanes. c'est de la phytothérapie. D'une certaine façon, Le la thym, c'est de la phytothérapie. Le l'huile thym, la essentielle, camomille, etc. La camomille, c'est Les huiles c'est- essentielles. Les huiles essentielles. Moi, j'ai Exactement. fait beaucoup d'angines, et j'en fais régulièrement. Et pour moi, un truc, dès que ça commence, je prends un petit sucre avec l'huile essentielle, le tea tree, la feuille de Feuille de thé. thé, pardon. Et c'est assez efficace. Ouais. Je veux dire que ça m'évite de prendre des médicaments. Puissant. Allez On voir m'a un filé médecin. un truc au poivre, des huiles essentielles au poivre, je sais plus quoi, Oui. pour les maux de tête. Menthe poivrée. Menthe poivrée. Eh ben, Menthe franchement, ça poivrée, marche, ok. ça marche Mais super bien. moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est effectivement qu'on a l'impression que c'est très dichotomique. Que C'est ça, ça, oui. c'est bien, ça c'est mal. C'est ça, ouais. Et dans un camp comme dans l'autre. Mmh. Et malheureusement, alors probablement aussi chez certains praticiens, et encore une fois, je pense que sur la phytothérapie, moins que sur d'autres sujets sur lesquels on reviendra tout à l'heure, mais nous ne sommes pas, nous, formés sur une formation à la faculté de médecine qui est une formation de phytothérapeute ou d'herboriste. Mais on utilise grosso modo les mêmes principes. Ok. Et ça veut dire qu'il y a des choses en phytothérapie qui peuvent être tout à fait intéressantes et des choses en allopathie qui sont tout à fait intéressantes. Là où il faudra se méfier, et c'est là qu'il y a quand même une limite qu'il va falloir, sur laquelle il faut être prudent, c'est que sur certaines pathologies pour lesquelles on a des risques qui sont majeurs, et sur des pathologies sur lesquelles on a des preuves que des médicaments allopathiques ont une efficacité, qui est une efficacité statistique, ça veut dire qu'une Oui, c'est efficacité ça. statistique, c'est que ça va parfois ne pas marcher aussi, Oui, bien même sûr, sur mais les oui. médicaments allopathiques. Mais prendre, entre guillemets, le risque de prendre à ce moment-là un traitement qui sera pour le coup beaucoup plus empirique, là, ça devient dangereux. Donc, Oui, c'est prenez risque-bénéfice, quoi. les thérapies alternatives comme seule option et faire en sorte de donner une perte de chance à un patient, ça on peut pas se le permettre. Ouais. Dans encore une fois le cas de la phytothérapie, je reste prudent parce qu'il y a des choses qui sont quand ça fonctionne, ça fonctionne. Et je prends pas de risque particulier quand j'ai une angine de prendre mon Moi, huile j'ai- essentielle de titri. Alors moi c'est Pris, donc ma cousine qui est apicultrice et qui m'a fait ça. La dernière fois je me suis brûlé. Ouais. Et alors moi je prends tout le temps du comment tu sais le petit résidu qu'elle laisse. Propolis. La propolis, alors ça, moi j'en prends dès que je suis un peu malade, ça c'est fait top. vraiment du bien. Mais aussi, les brûlures, c'est du miel. Le miel, Bien sûr. ouais. Ah, Mais ouais. à l'hôpital, ils Ah ouais, l'utilisent. mais c'est hein. incroyable. Dans mes Ah, mais stages il y a rien hospitaliers, qui a marché dans mes aussi, hein. stages hospitaliers, quand on était notamment en maladie infectieuse, j'ai trouvé ça génial. Professeur Senneville du côté de Tourcoing, enfin bref, quelqu'un de particulièrement intéressant. Et effectivement, il y avait des soins qui étaient faits sur des plaies, des soins qui plus naturels que ça, tu meurs. Hein. C'était des soins effectivement à base de sucre, à base de miel, ou éventuellement même carrément on utilisait des thérapies avec des asticots qui permettaient de nettoyer bien la Oui, plaie, oui. faire en sorte Oui, que oui. c'était tout propre, etc. Difficile de faire plus naturel. Alors après les asticots, c'est plus Après, vous la les phyto. servez au repas. Exactement, on fait ça revenir à la fois. les écoles. C'est bon, Très, ça. très, très bon. Mais, C'est très protéiné. Mais est-ce que tu prescris de la phytothérapie, toi Pas Alors, du tout. Justement, moi, bien sûr, hein, on peut parler du millepertuis et d'autres thérapies comme encore une fois les huiles essentielles, mais j'ai la formation que j'ai et je veux pas moi m'improviser dans un métier qui n'est pas le mien. Ouais, c'est vrai. Je ne dis pas que c'est pas pour autant que les choses ne sont pas bonnes, mais encore une fois, au bout d'un moment, il faut avoir une certaine maîtrise du sujet. Et donc là, pour le coup, je garde un peu de distance. Et si un patient me dit, OK, par contre, ce sur quoi je fais très très attention, et ça, il faut que les gens soient vraiment conscients aussi, c'est que les médicaments phytothérapeutiques ont des principes actifs. C'est ça. Et donc, il faut vraiment se méfier parce qu'un exemple que je viens de citer, c'est le millepertuis, mais il faut Millepertuis. savoir qu'il va avoir des interactions avec des médicaments majeurs. Si Tout vous à êtes, fait. par exemple, atteint du virus du sida, vous savez très bien que le millepertuis va potentiellement complètement parasiter le traitement antirétroviral. Ah oui. Donc, vous prenez un risque majeur en prenant un médicament qui est en vente libre. Donc, c'est pas Ouais, parce que c'est des choses qui sont d'accès en vente Naturel, libre, ouais, que c'est ouais. calibré naturel. Je veux dire, oui. les phytothérapies, je reviens quand même sur ce que tu demandais, est-ce que vous prenez la phytothérapie lors d'un voyage récent sur les sommets péruviens, on m'a proposé, ah tiens, ça t'intéresse d'essayer la feuille de coca ? C'est pour rajouter un peu du débat. La feuille de coca, c'est rien d'autre que de la phytothérapie. Alors là, c'est de la phytothérapie C'est pure et américain. dure. Non, pas celle-là. c'est des feuilles de la plante de coca qui sont juste simplement séchées. À Et tu mâcher, les hein. mets dans la bouche, même pas, tu les laisses infuser dans ta bouche, un peu comme un thé salivaire. Et avec ça, tu gagnes une énergie incroyable. C'est comme si tu avais pris une série de café. Ouais. Effectivement, les gars qui tournent sur les hauts sommets pour lutter contre le mal des montagnes, pour lutter contre effectivement la fatigue, etc., prennent ça. Et c'est de vrais stimulants. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, Intéressant, ça. c'est des... T'en as ramené Ouais. beaucoup. J'en ai un sachet, mais je sais Ah bah, Une balade dans les Vosges. de feuilles de coca. Rien à voir avec la cocaïne, quoique, mais
Voilà, c'est non transformé. Ok. Mais c'est pour dire qu'effectivement, la plante est un élément intéressant. Mais c'est pas Hippocrate qui disait que l'aliment est mon médicament ou Mais de bien toute ça va, façon, ce non, qu'on c'est appelle ça. les alicaments, mais là on dévie encore un tout petit peu, mais on est ce qu'on mange, on est ce qu'on fait. Moi, la première des choses que je dis à mes patients, c'est faites déjà attention à comment vous vivez et vous aurez nettement moins besoin de médicaments. La plupart de mes patients, réduisant par exemple leur rapport en sel, etc., pourraient, pour certains, attention, il ne faut pas le faire sans avoir vérifié, mettre plus de de traitement antihypertenseur, des problèmes de diabète, des choses comme ça, qui sont des maladies qui ont un coût de mortalité très important. Juste en arrêtant le sel. Ou en mettant moins. Par exemple, en gérant l'apport en sel, vous allez avoir une baisse de votre tension Ouais, moyenne, et ça, pour le coup, ça peut sauver des vies. Ouais. Mais c'est ce qu'on je mange. fais mais je fais une parenthèse parce que du coup, moi, des fois, je me dis, comme je veux pas mettre trop de sel, je rajoute du poivre. C'est mieux le poivre. C'est pas les mêmes effets, oui. Ouais, Choisir, en je goût, peux- moi, je- Ok, C'est- d'accord. En tout cas, l'impact sur la tension. On m'a dit que le moringa peut soigner toutes les maladies. C'est... Il y a quelqu'un qui a dit ça, effectivement. On a Eric Toumieux, notre missionnaire, Salut, fervent Eric. défenseur des Qui moringas. pourrait vous citer une série d'études très intéressantes, puisque je sais que c'est un fervent défenseur. Le moringa, c'est une plante. On tire de cette plante, alors on va le transformer en poudre, etc. Mais par expérience, effectivement, vous aurez des patients qui vont être tout à fait Réceptif. réceptifs. Et puis, effectivement, après, il faut se poser la question de l'effet sur des grandes populations. Mais on peut vous citer l'exemple aussi de patients qui auront, après pris du moringa, eu des difficultés majeures de transit et qui ne l'auront pas du tout toléré. Donc, ce qui peut être vrai en proportion n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, fait, moi, dans mon métier, c'est toujours ce qu'on m'a appris, et je crois que c'est vrai aussi dans la question de la phytothérapie. Quel est le bénéfice de ce que je vais prendre ? Mais par contre, attention, quel est le risque que j'ai de le prendre ? Alors justement, comment on peut faire pour se renseigner ? On peut aller voir son médecin ? Est-ce qu'il y a des experts, il y a des phytothérapeutes, tu veux Alors, dire, ou En Internet, France, Google à proprement parler, les experts en phytothérapie sont clairement réduits comme peau de chagrin. Il faut traverser la frontière. Si vous allez en Allemagne, effectivement, vous avez des herboristes ou des phytothérapeutes, en Suisse, etc., où on a quand même encore une reconnaissance de ce métier qui est beaucoup plus grande. Chez nous, je pense que si on est à une cinquantaine ou moins de praticiens, c'est beaucoup. Et ceux qui se font appeler naturopathes, c'est quoi ça alors ? Après, on a des reconnaissances, je veux dire. Là, je te parle vraiment effectivement de personnes qui ont des diplômes qui vont être reconnus en tant qu'ils ont acquis une connaissance pour laquelle ils ont une formation. Après, tu peux mettre une plaque et puis... Tout le monde peut c'est s'appeler ça. naturopathe. Mais c'est ça Tout le le problème. monde peut s'appeler en France, naturopathe. c'est Et ça. puis malheureusement, là, oui, tu vas diluer aussi la crédibilité de C'est certaines ça, c'est pratiques. dommage. Parce qu'après, on rentre aussi dans le monde de la croyance et de l'ésotérisme. Alors justement, on va faire une Justement. petite Dans la bascule. perche. Justement, bien, il a senti le transition, ça timing. me fait Eh, t'as fait grâce à moi. exprès. Merci. C'est bon travail en équipe. Alors justement, parce que la question de l'homéopathie, alors déjà tu vas nous définir, si tu es d'accord, ce que c'est. Ouais. Si t'es pas d'accord, ça serait dommage puisque tu es venu pour ça. Mais ensuite, c'est vraiment aussi discuter par rapport à la question de l'ésotérisme, de l'occultisme dedans. Moi, je connais des gens qui disent ne surtout pas prendre une seule fois dans sa vie de l'homéopathie. On mange de l'occultisme en gélule quasiment. Faut savoir que, notamment, juste en off, on discutait avec Nathalie, avec Laurent sur un laboratoire. Et je peux le citer pour le coup, c'est le laboratoire Velleda, où donc c'est le professeur de philosophie Steiner. Oui, c'est ça, un Rudolf Steiner, qui était un anthroposophe, Ouais. et où, quand on lit, mais on le lit sur liste, vous pouvez aller dans Oui, l'historique c'est du facile, site de Velleda, on voit qu'il y a une vraie tendance occulte, Il faut surtout Ouais. ésotérique. aller voir le centre des anthroposophes Alors, à justement- Dornac, derrière Bâle. Alors non, même pas, C'est vas-y, ça, peut-être c'est si tu intéressant, peux ce raconter. centre. Oui, Peut-être j'ai que tu peux une raconter. amie pharmacienne qui est chrétienne, qui a été invitée par le laboratoire Velleda, et Boiron d'ailleurs, de laboratoires homéopathiques. Et là, clairement, elle a pu constater que lors de la fabrication, Chez Velleda, c'est ça. chez Velleda, il y avait une utilisation ésotérique de certains instruments. Donc notamment le pendule. Donc ça, c'est vrai que là, elle a vu clairement comment c'était fabriqué. Mais C'était pas le cas de Boiron. Absolument, mais j'encourage tous ceux qui habitent dans la région ici d'aller voir le Allez, ouais. centre des anthroposophes à Dornac, non pas le Dornac près de Mulhouse, mais Dornac près de Bâle, avec un bâtiment dont les arêtes, il n'y a pas de parallèle, pas de vertical, pas d'angle droit, et de rentrer et de se laisser juste qu'on est par le guide, et il y a une sculpture en bois lamellé collé où il parle de ses puissances. C'est oui, pour oui, ça que oui. je te sens un peu occulte depuis quelque temps. Tu fais des visites bizarres. Hein. Non, je t'en fais. Non, Alors, en fait, je Ouais, mais je trouve que c'est bien. Mais C'était parce que j'étais confronté en tant qu'institut aux Bah écoles ouais. Steiner.
Et je voulais savoir ce que Bien c'était. sûr. Ah, Et oui. donc je me dis, mais c'est quoi Tizico Steiner? Il Donc n'y j'allais a voir pas de mal, Steiner. il y a pas de Je suis mal allé à se voir. renseigner. Donc je vais me renseigner. Donc tout à coup, quand tu vois les principes qui sous-tendent l'action éducative d'un côté, l'action production de maladie de l'autre, tout à coup, waouh. Ah ouais. Mais d'où le but aussi de cette émission, de pouvoir parler de ce sujet. Et puis l'avantage, c'est que comme on est entre nous, si on était à 150, il y en aurait qui se mettraient à hurler, à dire va des rétros, oui, etc. c'est sûr, ouais. Là, ça nous permet de poser. Et puis vous prenez ce qui vous semble bon et vous laissez ce qui vous semble mauvais, tant que vous n'êtes pas méchant dans les commentaires. Joe, homéopathie. Alors, l'homéopathie, Qu'est-ce donc? alors c'est la théorie, en tout cas, l'idée initiale de l'homéopathie, le nom du fondateur, un nom un peu néerlandais m'échappe là à l'instant, mais c'est... Urma Zurman, ouais, je le relisais. Il a son nom. Je vais te le trouver. Le principe en fait initial, c'était vraiment de dire ok, je constate que, d'où le terme d'ailleurs homéopathie, un effet donné d'une maladie donnée, si je peux le mimer avec un produit donné, je peux lutter en fait contre l'effet. En gros, mêmes effets, égal traitement. Donc, par exemple, si tu as une maladie qui te donne des nausées, des vomissements, bah, tu prends un produit qui va te donner des nausées et vomissements, ça guérira la maladie. Ça, c'était la théorie très rudimentairement expliquée, hein, mais initiale. Et en plus, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que le produit en question soit vraiment réduit au minimum du minimum, du très minimum de ce qui peut être le principe actif. Hahnemann, Hahnemann, autant pour moi. Hahnemann, ouais. J'aurais pu le trouver celui-là. Qui était effectivement réduit à un principe actif qui était dans le principe en fait celui donc de la dilution maximale pour se retrouver finalement avec une solution qui sera considérée comme thérapeutique mais avec quasiment l'absence de principe actif dedans. Et effectivement là pour le coup on se retrouve devant une question qui est presque une question limite éthique. Qu'est-ce que je donne à mon patient ? Qu'est-ce que je donne à mon patient ? C'est-à-dire, c'est un produit homéopathique qui est dilué à l'extrême, donc finalement, on pourrait considérer, sachant que dans cette bouteille d'eau, il y a aussi des impuretés ou d'autres choses, que c'est aussi une solution homéopathique, puisque c'est une dilution minimale, mais de choses qui sont juste non, entre guillemets, juste non maîtrisées. Donc sur le principe, en fait, l'homéopathie, c'est vraiment cette question de dire, ok, je dilue un produit. Alors la question de l'homéo, hein, c'est-à-dire même cause, mêmes effets, aujourd'hui, c'est plus ce qui est mis en avance dans l'homéopathie dite moderne, mais c'est vraiment, aujourd'hui, on garde l'idée. On a un produit, on a un principe actif qu'on considère comme étant théoriquement efficace, on le dilue au maximal, et cette dilution nous permet de traiter des maladies en regard de... Mais donc ce produit que eux considèrent comme efficace et qu'ils diluent, vous aussi, les médecins normaux, vous le considérez comme efficace aussi. On va dire traditionnel. Vous les reconnaissez, ces produits-là. Eux, ils partent de vos produits pour les diluer au maximum, c'est ça ? Pas du tout. D'accord, c'est vraiment leur Pas truc. du tout. C'est une, enfin, certains parleraient carrément de pseudoscience, mais c'est vraiment une science qui est entre guillemets dite parallèle. C'est une branche non médicale qui s'est développée et la reconnaissance médicale dans le domaine de l'homéopathie aujourd'hui avec le recul, les méta-analyses, etc. est nulle. Je veux dire, aujourd'hui, l'OMS elle-même recommande de ne pas utiliser l'homéopathie, tout simplement parce que là, pour le coup, on n'est même plus sur le principe actif de la phytothérapie dont on parlait tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on est en train de parler d'un effet qui est tout simplement comparable à l'effet dit placebo. C'est-à-dire que si tu prenais, entre guillemets, rien ou un truc qui est pas censé marcher, c'est la même chose. Ça déclenche. C'est la même chose. Mais dans les faits, effectivement, le principe de l'homéopathie, on rentre encore une fois dans le domaine de la croyance. Et pourquoi on nous en prescrit aussi quand on va chez le médecin ? Alors, moi, personnellement, par exemple, je ne prescrirais pas de l'homéopathie. Oui, mais c'est déjà arrivé, même en Suisse notamment, etc. Bien sûr, parce que c'est rentré dans des habitudes thérapeutiques, c'est rentré dans les mœurs. Et finalement, aujourd'hui, un prescripteur ne va même plus forcément se poser la question de l'efficacité du produit qu'il va donner s'il ne se base pas sur la science, entre guillemets. Et attention, la science n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que l'EBM, donc Evidence-Based Medicine, c'est la médecine comme on souhaite la pratiquer aujourd'hui. C'est donc une médecine qui a prouvé son efficacité, a testé l'homéopathie en tant que telle et a considéré que non, l'homéopathie effectivement n'a aucun bénéfice sur le patient. Donc c'est peut-être un peu raide de le présenter comme ça, mais concrètement sur le plan médical, la médecine moderne ne peut pas être en accord avec l'homéopathie. Alors après, est-ce qu'on est en accord avec la médecine moderne ? Ça, c'est chacun qui choisira son avis, ça c'est autre chose. Mais dans le principe, l'homéopathie,
c'est effectivement comparable à ce qu'on appelle. Mais donc si maintenant, parce que forcément il y en aura sur l'espace commentaire, mais qui diront, oui, mais un jour moi j'ai pris et ça a fonctionné, tu diras c'est placebo, c'est psychologique. Dans ce contexte-là, effectivement, l'effet placebo a prouvé aussi qu'il a son domaine d'action. Il a son domaine d'action, et puis après, effectivement, on va avoir des effets qui sont entre guillemets des effets parallèles, où finalement, encore une fois, je reprends un peu le profil du patient. Le profil du patient, c'est aussi un ensemble. C'est pas juste j'ai pris ça, mais peut-être qu'à côté de ça, cette personne aura aussi éventuellement pris un petit trip, pour ne citer que ça, ou éventuellement aura fait attention à s'isoler, à faire attention, elle aura pris un grog, elle aura pris de la propolis, elle aura pris d'autres thérapeutiques qui seront peut-être pas allopathiques, et finalement on va dire l'homéopathie m'a fait du bien, mais on n'a pas considéré l'ensemble de la prise en charge. Donc de toute façon, et nous en médecine, c'est ça qui est parfois difficile à entendre en consultation, on ne peut pas se baser sur l'expérience individuelle pour dire que quelque chose marche. C'est très très frustrant, souvent aussi pour le patient, parce qu'en face de vous, vous avez l'impression que le type qui a sa blouse, il est juste un crédule et que si ça va pas dans son sens, c'est juste parce qu'il n'y croit pas. Mais le problème, c'est que nous, on peut pas se baser sur une expérience individuelle pour l'étirer sur tous nos patients. On est obligé de retourner sur des gens qui ont justement déjà étiré ça sur des milliers de patients et dire qu'est-ce qui est ressorti de ces études. Et même de pas se contenter d'une étude, mais dire il faut que j'en prenne plusieurs pour savoir qu'effectivement, ça a prouvé à de multiples reprises que ça fonctionne. Ce qui n'empêche pas que peut-être sur un individu particulier, ça peut avoir un effet et placebo aussi. Exactement. Bien sûr. Alors, donc toi, on a bien compris, tu ne prescris pas de médicaments homéopathiques. Ok. Sur la partie médicale, c'est ma réponse. Après, il y a la question spirituelle qui est... Alors justement, on y vient. Est-ce que... alors tiens, je vais peut-être me tourner chez Heureusement, on a des pasteurs. Parce que tu es un pasteur plus ancien. Est-ce qu'on t'a déjà... C'est un fait. Est-ce qu'on t'a déjà posé ces questions? Les choses sont revenues. Moi, je sais que ça revient régulièrement, même chez les plus jeunes. Je donne juste peut-être une histoire parce que ça m'a fait... C'est pour ça que ça me faisait réfléchir. C'est ma femme qui, elle avait, quand elle travaillait en Suisse, elle avait une patronne qui était hyper fan d'homéopathie, mais hyper fan d'occultisme aussi. Et elle faisait des médicaments avec de la dilution à l'extrême, etc. Et elle disait, regarde, ça va marcher. Et un jour, Sylvia, bref, elle avait eu un accident avec un enfant, et sans même qu'elle lui ait demandé, elle lui a mis son truc, et ça a tout de suite fait effet pour le coup. Elle dit, tu vois, c'est une crème, voilà, c'est naturel et tout. C'est juste quand tu l'as fait, au moment de la faire, il faut que tu sortes sous un soir de pleine lune pour la présenter à la lune et faire réciter quelque chose. Bon, ça ressemble pas tout à fait à des traitements normaux. Alors, Claude, t'as un peu un avis dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ou peut-être qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a relevé aussi sur la question de l'occultisme et de l'homéopathie? Alors, je pense qu'il y a cette fameuse dilution du principe actif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque on prend un extrait d'une plante, un principe actif et qui va servir à soigner telle ou telle pathologie, très bien, à un dosage donné. Le problème que ça pose, c'est lorsqu'on dilue à des tels dosages, c'est-à-dire on prend 1 gramme qu'on met là-dedans, c'est une bouteille d'eau, on met une bouteille d'eau à côté qui est pleine d'eau, on prend 1 gramme de cette eau-là, on met là-dedans et on dilue jusqu'à 40 bouteilles ou 50 bouteilles. À la fin, il n'y a plus de preuve qu'il y a le principe actif. Et entre-temps, alors j'ai appris ça, alors je ne peux pas dire que j'ai été voir sur place dans une usine comment ça se faisait, mais qu'il y a une fameuse dynamisation active, c'est-à-dire quand il n'y a plus de produit, on dynamise, on secoue, on fait quelque chose, mais on homogénéise. On homogénéise, et donc du coup on est dans une espèce de... on rentre dans la croyance. Complètement. On rentre dans la croyance, et du coup, oui, alors j'ai connu des gens qui étaient tellement sûrs, moi aussi, j'ai en face de moi pas des patients, mais des paroissiens ou des chrétiennes qui aiment le Seigneur, mais qui ont vécu des fois avec un produit homéopathique quelque chose. Ok, ils l'ont vécu, je dois admettre, leur témoignage, peut-être qu'ils ont pris la propolis à côté, mais ça, je n'en sais rien du tout. Et d'autant plus après, même voir moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et tout juste, j'étais médecin ou scientifique. Je ne suis ni médecin, ni scientifique, je suis un littéraire, je suis un pasteur. Donc, je n'ai que ces informations très, je dirais, succinctes, que j'ai accumulées au fil du temps. Mon conseil à moi est très simple. Écoutez, voilà, vous pouvez maintenant croire ce que vous voulez, c'est à votre droit, mais je pense quand même que vous devriez avoir l'honnêteté intellectuelle de vous demander, lorsqu'il n'y a plus de principe actif, comment se fait-il que... Et j'interroge, c'est ça. Je pousse les paroissiens ou les croyants à réfléchir par eux-mêmes, à faire une démarche intellectuelle par eux-mêmes.
sans pour autant être là en train de dire tu n'as pas le droit, tu devrais pas, faute de quoi tu seras démonisé, etc. Bon, je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que l'homéopathie pour attraper un démon. Voilà. Bref, donc je reste là avec eux. Là-dessus, moi, j'ai dans mon expérience de 30 ans maintenant entendu toutes sortes de choses, y compris par exemple en Allemagne. C'est ton tonton qui m'a dit ça un jour, qu'il y avait pas le syndicat, le groupement des médecins homéopathes chrétiens. Donc, alors, ils partent sur le principe que... C'est très spécifique. Ouais, très spécifique. Donc, ils écartent la partie des produits dynamisés, homogénéisés. Ils restent en deçà, c'est-à-dire quand il y a un principe actif. Et son argument a été très simple. Il m'a dit un café à dose élevée te secoue, te stimule. Ouais. Un café à dose extrêmement diluée peut avoir l'effet d'endormissement. Moi, je ne savais pas. Donc, l'opposé, c'est-à-dire un produit de lambda, selon le dosage que tu fais Là, t'es dubitatif. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, je répète ce qu'on m'a dit et je le dis entre nous. Donc, prenez un verre d'eau, vous dormirez mieux. Ce qui est pas faux, mais... Oui, voilà. En tout cas, c'était un dosage élevé, il produisait tel effet. Au dosage... produit l'inverse. Produit l'inverse. Je ne suis pas médecin. Maintenant, je reste très, très prudent. Je reste convaincu que nous avons le droit d'interroger. Il peut y avoir une forme d'occultisme, oui, mais qui n'est pas à généraliser non plus, quoi. Pas généraliser non plus. Je dirais tous ceux qui font, dans ma conception de la chose, je pense pas que tous sont comme l'ancienne patronne de ma femme, à sortir leur potion en soir de pleine lune. Forcément. Mais je pense que, surtout en France, l'homéopathie garde quand même de beaux jours devant elle. Simplement parce que alors heureusement elle est plus remboursée, ça fait quelques temps. Depuis combien de temps? Ça fait 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Hein. Mais simplement aussi parce que les plus gros laboratoires producteurs d'homéopathie sont français. Ouais. Et toutes les associations, la plupart des associations médicales majeures, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans les pays nordiques, que ce soit même en France, recommandent effectivement de ne pas conseiller l'utilisation de l'homéopathie. Parce que simplement, vous prenez justement ce risque, la fameuse balance entre le bénéfice que j'ai pour la pathologie que j'ai. Là, le bénéfice est considéré comme étant nul. Donc, vous ne prenez, entre guillemets, que les risques. Que du risque. Si vous êtes malade, vous ne prenez que les risques. Je pense quand même que là, en tant que pasteur, je réagis parce que on a toujours le problème de celui qui a tout essayé. Oui. Et qu'à la fin cherche une solution. Je dis quand vous avez mal, quand vous souffrez, quand vous êtes malade, quand vos intestins vous posent des problèmes, quand votre foie, votre vésicule, votre tête, vos yeux, quand vous avez des migraines terribles, mais vous cherchez des solutions. Le moringa. Je ne sais pas. Non mais c'est vrai. Je dis on peut pas non plus écarter de l'équation le problème de la souffrance de la personne. C'est vrai. Et qui cherche. Alors tout en étant en train de chercher, je pense que notre devoir à nous, c'est de les faire s'interroger sur ce qu'ils prennent. Parce que finalement, on peut basculer, alors là encore, pour de vrai, dans l'occultisme. Parce que et chercher des solutions ailleurs que dans... Alors il y en a, je dirais, il y a certains croyants mais ils ont une foi fragile. Et à ce moment-là, vont chercher et ont touché à des choses occultes pour aller mieux. Oui, et puis il n'y a pas comme une page blanche non plus. Voilà, c'est ça. Une personne à 30 ans, elle a déjà vécu tout un vécu éducatif, familial derrière, qui a des cultures, etc. Comme moi, je me suis marié avec Caroline, tout à coup, ma belle-mère, j'étais introduit dans une famille où on faisait attention à ce qui est dans l'assiette. Et produit dans son jardin, et produit sans produits chimiques. Ah bon, chez moi, ça se passe, c'était pas la question. Mais tout à coup, et a raison, je pense, a raison que, dans une certaine mesure, là, ce qui est dans l'assiette peut nous faire du bien. Laurent, t'es pas mal toi en contact avec l'Angleterre aussi. Est-ce que là-bas, est-ce qu'ils pratiquent aussi beaucoup ou pas du tout? Je sais pas, aux États-Unis, non. Je sais que Mélanie n'a jamais eu recours à l'homéopathie, par exemple, donc elle est américaine, n'a jamais eu recours à l'homéopathie, elle n'a pas l'intention d'y avoir recours. Pour elle, en effet, pas que ça n'existe pas, mais pour elle, en effet, ça n'a strictement aucun effet, c'est ridicule, on va dire, et tu viens en quelque sorte de le dire. En revanche, indépendamment des États-Unis, ce que ça montre quand même, c'est la force des croyances, d'une manière générale. Et quand on dit, même dans nos milieux, par la foi saisit aujourd'hui la guérison, je veux dire, quelque part, que quelqu'un... c'est la même chose. On se place sur le plan des croyances. Donc,
Je trouve que philosophiquement, c'est vachement intéressant. Ah, Quand même si scientifiquement, et tu peux dire, d'ailleurs, c'est pour ça, j'ai pu lire l'homéopathie, un médecin allemand qui disait l'homéopathie, c'est un premier pas vers l'irrationalité. Parce que si en effet, scientifiquement, comme tu l'as dit, de toute façon, il est avéré que l'homéopathie n'a aucun effet, les gens continuent en France à l'utiliser parce qu'ils y croient. Ils continuent à y croire. Et ça témoigne quand même de quelque chose d'assez fort, qui est une leçon aussi pour nous. Quand il est question de saisir la guérison divine. Oui, alors là où chez nous, je dirais qu'il y a un principe actif, mais qui est autre. Mais c'est sûr. Mais est-ce que Joe, l'effet placebo, pour tous ces gens qui voient un effet dans leur santé par rapport justement à l'homéopathie, partons de quelqu'un qui ne prend que de l'homéopathie, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut dire que c'est forcément l'effet placebo, ou est-ce qu'on peut dire aussi, tu vois, je reviens sur la question de l'occultisme, et ils y croient, etc. Il y a quelque chose qui fait marcher le produit. Il y a quelque chose qui fait vraiment marcher le truc. Alors, encore une fois, c'est pas les études ne montrent pas de décalage probant dans l'utilisation ou pas. Donc, s'il y a même un effet qui serait un effet non-effet principe actif, ça se voit pas. Mais est-ce que moi je l'exclus ? Clairement pas, non. Non, clairement pas. Mais encore une fois, je pense que l'homéopathie n'est pas le monde de l'occulte en soi. L'homéopathie, le principe de base ne sera pas ça. Mais comme on est vraiment sur des sciences, encore une fois, qui sont des sciences dites parallèles, là, le monde de l'ésotérisme et le monde du spirituel a une porte d'entrée magistrale. Ce qui, dans l'allopathie, est beaucoup plus compliqué. Tout simplement parce qu'on aura... faut le savoir, hein, le praticien qui va prescrire des médicaments qui soient homéopathiques et dans certains cas aussi les phytothérapies, n'a pas besoin d'avoir de preuve d'efficacité de son produit. Il a juste nécessité de prouver que son produit ne va pas créer de problème, qu'il n'est pas nocif. Il n'y a pas de nocivité dans le produit, donc là, il peut le vendre. Donc pas d'obligation de preuve d'efficacité. Par contre, les médicaments allopathiques sont tenus à cela. Et tant mieux. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir le droit de prendre une plante ? Tu as parlé du millepertuis. Aujourd'hui, il est connu celui-ci, mais le gars qui vend son millepertuis, il peut pas connaître. On n'est pas tous médecins, quoi. Exactement. Donc ça n'est clairement pas sans risque. C'est pour ça que c'est quand même bien quand vous avez. Alors après, on peut cibler aussi les populations qui sont déjà sous traitement chronique pour des maladies plus ou moins dangereuses et importantes. À ce moment-là, effectivement, moi je le dis souvent à mes patients. Écoutez, si vous prenez des traitements de votre propre chef, de quelque nature qu'elle soit, sachez simplement que moi je ne peux pas vous garantir, ne sachant pas ce que vous prenez, que ça va pas avoir une interaction avec les autres médicaments. Et que la plupart du temps, il est quand même plus sage, la plupart du temps, de se dire, ok, soit je choisis une voie, soit l'autre, mais je vais pas m'amuser à tout faire en même temps, parce que sinon là, on maîtrise plus le sujet. Donc, faut savoir en toute chose raison garder. C'est comme au restaurant. Si on prend tous les plats, on a mal au ventre. La plupart du temps, J'ai simplifié au maximum, j'ai dilué au maximum Je n'ai pas encore essayé. Mais on va avancer, mais ça me fait penser à l'émission qui a été diffusée il y a pas longtemps là sur l'ostéopathie. Et je pense que il y a quelque chose de parallèle. Alors, on voit que pour le coup, chez les ostéopathes, il y a du bon aussi. On avait un professionnel qui était là, qui a exercé pendant plus de 13 ans. Et effectivement, il y a des choses très intéressantes. Mais, comme tu as dit aussi, pour certains, c'est une porte ouverte sur l'ésotérisme, sur le monde spirituel, tout simplement. De manière beaucoup plus large, les thérapies alternatives, et puis il y a des débats aussi qui concernent, je ne lancerai pas trop le sujet, mais l'hypnose. Mais on y viendra ou d'autres choses. Lorsque je sentirai les gens prennent, je me réjouis de l'aborder. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'effectivement, il y a un peu le principe de j'ai un outil. Est-ce que c'est l'outil le problème ou est-ce que c'est ce que j'en fais ? L'intention derrière. Et l'intentionnalité dans à peu près tout ce qu'on fait. Moi, avec mes médicaments, je peux faire des dégâts. Mais c'est quelle intentionnalité ? Je soigne ou je manipule ? C'est ça. Mais c'est quand même intéressant, je relève le fait qu'on parle de ce genre d'éléments, allopathie, homéopathie, ostéopathie, dans une émission comme celle-ci. Il y a 40 ans, je ne suis pas sûr qu'on en aurait parlé. En tout cas, pas dans le thème pareil. Ça aurait été blanc ou noir. Il y aurait ça. Donc, merci de nous avoir proposé une telle émission et d'autres émissions qui vont suivre. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être prudent. C'est ça. Autant, je veux dire, comme je répète, là, c'est le pasteur qui parle. On a des fois des situations, des gens qui ont des souffrances et qui ne savent plus comment gérer. Je comprends, mais... Et qui vont chercher, y compris dans l'occulte. C'est ça. Y compris chez nous. Oui. Quand on dit ils imposeront les malades seront guéris, on reprend le son de croyance, etc. Mais
c'est aussi une façon de gérer le problème de souffrance. Dans leur tant cas, des mieux. fois, on va tester, quoi. On va voir. Ben oui. Maintenant, le problème qu'il y a peut-être des fois eu dans le passé, et voire peut-être maintenant dans un certain nombre de mentalités, je dirais, plus que dans des églises ou des corps constitués, c'est on ne va plus que prier. Et on va y refuser de regarder son assiette. On va refuser d'aller voir le médecin. On va refuser d'aller voir autre chose. C'est parce qu'on n'a plus que... Mais non, c'est un tout. On est quand même faire corps, âme et esprit. Et les Mais qui trois fait, interagissent. qui fait partie d'une théologie aussi. Hein. Et on va avoir une émission qui va sortir dessus sur la théologie de la prospérité. Vous avez des émissions sur tout, c'est merveilleux. Ben ouais, Ouais. mais tu vois, mais en préparant, quand j'ai appelé Joe pour parler de ça, pour parler de l'homéopathie, etc., je disais, mais peut-être moi, ce qui me dérange dans la manière de penser chrétienne, souvent, j'aurais tendance à dire, c'est on réfléchit pas, c'est mal parce que c'est mal. Et pour moi, c'est même devant Dieu, c'est pas juste. On peut pas dire ça. Dieu nous a donné un cerveau pour l'utiliser, pour creuser, pour chercher. Et on est revenu dessus au téléphone quand on s'était appelé pour préparer l'émission. C'est tout ce qui n'est pas conviction est péché. Mais pour avoir une conviction, on a le droit d'avoir cherché. Est-ce que la conviction, elle vient parce qu'on t'a dit que c'est mal, ou est-ce que la conviction vient parce que réellement t'as fait ta part? Après, c'est vrai qu'il y a une part de réflexion qu'il faut mener, à titre oui. personnel. Maintenant, il y a quand même tellement de sujets auxquels on a accès aujourd'hui, avec la quantité d'informations, C'est ça. qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir des endroits où on peut se dire, ils ont déjà réfléchi, et ça m'aide à réfléchir. Mais voilà. Mais Il faut savoir où on cherche. le but de cette émission, c'est pas que quelqu'un termine en disant ah ouais bon bah ils ont dit que c'est mal donc c'est mal. Ah, non. Sans pour autant passer au Tout à fait fait à Ils vont penser. chercher. Tout à fait d'accord. Bah oui, c'est ça. On va avancer parce que c'est super intéressant, mais il y a une deuxième partie et c'était le but premier normalement de ta venue, Jonathan, c'était de parler sur la dépression. Parce que toi, t'es passé par une dépression, et puis t'accompagnes des gens en dépression. Oh oui. Et donc voilà, je pense qu'on est dans un contexte aussi de plus en plus de dépression. On discutait tout à l'heure notamment d'un animal, un chien que je garde chez moi quelques jours et qui est sous antidépresseur. Donc comme quoi ça passe. Ça ne compare à des chiens. Ça passe. Non, c'est pas loin. Mais comme quoi, alors quand mon père il a appris que ce chien-là il avait des antidépresseurs, il m'a dit toi t'attrapes. Tous les malades psy, ils viennent chez toi, même les chiens. Donc, j'ai dit, bon. Alors Joe, qu'est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est une humeur ou est-ce que c'est plus que ça? Pourquoi je dis ça? C'est les gens qui me disent ah je vais pas bien, je suis en dépression. Ouais. C'est un terme qui est vraiment très galvaudé dans la société aujourd'hui. Simplement en fait voilà c'est connoté. Dépression, c'est effectivement je vais pas bien. Tout confondu. Mais non, la dépression en tant que telle a une définition qui est quand même assez précise et des symptômes, ce qu'on appelle un faisceau d'arguments, un faisceau de symptômes qui est aussi assez précis. Donc, dans ces faisceaux de symptômes, tu auras effectivement la tristesse de l'humeur, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des phobies, agoraphobie, c'est-à-dire la peur de sortir ou de plus supporter, etc. Et puis tu as des idées noires et puis parfois des idées suicidaires, etc. Donc tu as des gradations, mais avant toute chose, la dépression est une maladie. C'est une maladie, certes, c'est une maladie de l'esprit, c'est-à-dire que c'est une maladie, je dirais pas spirituelle dans le sens démonologique du terme, je dirais, mais c'est une maladie de l'esprit dans le sens où effectivement mon esprit ne va pas bien. Si le cœur de l'homme ne va pas bien, qu'est-ce qui pourra l'aider? C'est le psyché. Ce cœur dont on parle, c'est le psychisme. C'est le psyché. Tout à fait. Vachement. Pour certains utilisent le terme plus psyché. Merci. Bon verre d'eau, j'espère qu'il n'est pas trop dilué. Non, ça va. Prends ton médicament. Il y a du magnésium là-dedans. C'est de la bonne. Donc c'est une maladie. Donc voilà, qui dit moi, je pense que maladie c'est important dit diagnostic. Exactement, parce que je pense que quand on part du principe qu'effectivement c'est un état de fait, ou un état d'humeur, ou même pire que ça, une identité ou un tempérament, il est dépressif. Non, il souffre de dépression. Parce que sinon tu colles une étiquette sur un patient en disant il l'est comme ça, il n'a même pas l'opportunité de commencer à dire mais je peux sortir de mon identité. Si je suis un dépressif, je serai un dépressif et je resterai un dépressif. Mais non, on peut souffrir de dépression. On peut souffrir longtemps de dépression. Il y a plusieurs types de dépression, donc certaines dépressions qui sont chroniques, des dépressions qui sont saisonnières, des dépressions qui sont post-traumatiques, mais malheureusement pas pour tous les patients, mais il peut y avoir un début et une fin. Et souvent, il y a un début et une fin. Le postpartum, c'est... Dépression du postpartum, ouais. C'est... Le baby blues. Ouais, c'est ça, c'est une... Ça, je suis en plein dedans. Non, ma femme va pas tarder à accoucher, donc... Tu anticipes, c'est bien. Quel homme positif. Il va les verre à moitié plein, lui. Ouais, absolument. Qu'est-ce que je peux lui donner d'avance? Prends les médicaments du chien. Il y a du millepertuis, tu vois, du moringa. Non mais, ok, donc...
mais ça, c'est peut-être intéressant pour ceux qui n'en ont jamais vécu. Il y a les dépressions saisonnières, notamment en période hivernale, etc. Là, on est en plein mois de février quand vous écoutez cette émission. Ouais, plutôt. C'est plutôt décembre, novembre, décembre. Ouais, novembre, décembre. Parce que les jours sont plus courts. C'est plus court. On a des perspectives qui sont sombres. Effectivement, le gouvernement va augmenter les prix, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent nous des grèves qui sont là. Mais par exemple, tu auras des patients qui effectivement vont revivre un épisode dépressif lors d'événements particuliers, l'anniversaire du décès d'un proche, etc., etc. Donc non, il est très important, je pense, de d'abord partir sur quelque chose qui paraît très évident, mais la dépression est une maladie. Est-ce qu'il y a une durée minimum ? Est-ce que quelqu'un peut faire une dépression ? La différence avec la déprime. Oui, parce que pour parler d'épisodes dits dépressifs majeurs, alors c'est des classifications qui sont extrêmement bien cadrées, et on doit ça aux Américains, mais il faut au moins avoir une évolution sur 6 mois. Ok. Si au bout de 6 mois, une personne reste dans cette attitude et justement va avoir peut-être même une avancée négative, là on dit effectivement, là on est devant un cas d'épisode dépressif majeur. Mais ça, c'est pas saisonnier. Ça n'est pas forcément saisonnier, mais ça peut le devenir. D'accord. Et chronique, c'est-à-dire que quelqu'un peut sortir d'un épisode dépressif sur 2 ans et retomber dans un épisode dépressif au bout de la 3e année. Alors, chronique, ce sera plutôt justement malheureusement la personne qui va souffrir de dépression de manière continue. Elle, pour le coup, et puis il y a des dépressions qui sont réellement résistantes à tout type de thérapie, que ce soit médicamenteuse, enfin il y en a peut-être d'autres, on y reviendra peut-être. Mais là, pour le coup, c'est permanent. Là, effectivement, on est plus sur des, on va dire des dépressions qui sont cycliques dans ce que tu dis. Cyclique, ouais. C'est-à-dire que je vais bien, ah ben non, ça replonge. Et puis après, ça va de nouveau mieux. Et ce qui est intéressant quand même, et ça on le voit chez beaucoup de patients, c'est que ces périodes de souffrance, parce que je parle vraiment de souffrance, on parle d'une souffrance qui est terrible, mais ces périodes de souffrance sont parfois de plus en plus courtes et de plus en plus tolérables. Et la personne se rend compte que petit à petit, elle prend de la distance avec sa maladie jusqu'au jour où elle se dit mais quand est-ce que c'est la dernière fois que j'étais au fond du trou C'est ça. Ok, d'accord. Ok, très intéressant. J'illustre. Alors, ma question, c'est, à ton avis, le constat qu'on a, moi je dirais même en tant que pasteur, peut-être Claude, tu peux faire le même, ou toi, chez les élèves aussi, il y a de plus en plus de dépression. L'impression qu'il y a de plus en plus de dépression, est-ce que c'est un constat chez toi aussi ou pas ? Ouais, alors je vais revenir sur ton chien parce que je me suis fait la remarque quand tu l'as dit. Peut-être parce que justement j'ai une certaine sensibilité du fait de mon vécu personnel, cette fois-ci non pas professionnel. Mais je précise, quand je l'ai récupéré, il était déjà sous médicaments. D'accord, hein ? C'est pas chez moi. Chez moi, il est heureux. Ça s'expliquait mieux. Il va s'en sortir, c'est ça ? Ouais, il va s'en sortir. C'est pour ça que tu le rends. Bref. Mais effectivement, le parallèle, parce que effectivement, dans ma patientèle, je trouve, entre guillemets, non, mais je suis confronté à énormément de cas de patients qui ont des pathologies X ou Y, qui ont des souffrances X ou Y, qui vont de la douleur à l'insomnie, aux troubles relationnels, à ce que tu veux, mais qui sont en lien profondément à une souffrance qui est une souffrance émotionnelle. Et peut-être parce que justement il y a cette sensibilité de se dire là ce que vous me racontez ça me parle. Donc là on va détailler un petit peu, on va un peu plus en avant. Tiens, est-ce que vous avez vécu ça ah bien, c'est fou. C'est exactement ça quoi. Fameux, c'est exactement ça. Et on se rend compte que la souffrance physique ou émotionnelle qui est en dehors de la dépression vient d'un problème qui est plus profond. Donc, est-ce qu'on en voit de plus en plus ? Alors, peut-être justement ce biais de sélection me concernant, mais on est dans une société qui est extrêmement, alors pour le coup, déprimante. Je veux dire, la dépression ne va pas forcément naître de rien du tout. Oui. Aujourd'hui, pour citer cet exemple qui parlera probablement à Claude, j'ai une proportion importante des patients que je suis pour troubles de l'humeur ou difficultés de ce côté-là, qui sont des patients qui travaillent notamment dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que travailler aujourd'hui dans l'éducation nationale, j'aurais pu te regarder aussi. Non, mais tu m'as l'air un peu terne. mais c'est un challenge qui est, de mon point de vue, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation nationale, en particulier les professeurs, mais sont des gens qui, s'ils vont bien, ont quelque chose d'autre. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que travailler dans ce milieu-là, comme par exemple le milieu hospitalier, est devenu tellement, entre guillemets, inhumain que tu ne peux que, au bout d'un moment, céder. Craquer. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, est-ce qu'on en voit plus ? Je pense qu'au fait qu'on a une société qui ne s'intéresse plus à l'humain comme elle le faisait. On n'est plus au centre du jeu, donc forcément, l'humain craque. Mais c'est pas récent non plus. Ça n'est pas récent. J'étais à l'école normale en 81-84, et j'ai fait de la chorale des normaliens, et on allait chanter un centre de soins des profs. Honnêtement, la fois où j'y étais, je me suis dit, waouh, si tu finis comme ça, dans 30 ans, voire moins,
est-ce que je vais faire ce métier toute ma vie? C'est Ça, ça. je suis ressorti de cette soirée, je me suis dit, je ne suis pas sûr que je ferai ce métier toute ma vie. Parce que finir comme ça, j'ai vu des gars qui avaient eu une carrière brillante et tout à coup, se sont éteints et ils sont devenus mais terriblement dépressifs. Du fait d'un contexte, mais réellement dépressif. Dépressif. Donc je dis honnêtement, le métier d'enseignant est un métier qui est un métier à risque. Ouais. Est-ce que le burn-out, c'est une forme de dépression ou c'est autre chose? Totalement, tu me tends la perche. Pour le coup, on est dans des discussions, nous, sur le plan médical actuellement, qui sont justement dans le domaine des conditions de travail. Il faut savoir que les médecins, globalement, sur le terrain, sont à environ 40-50% de burn-out. En pourcentage sur la population médicale, ce qui est énormissime. Bah oui. Et j'en parle parce que pas plus tard qu'il y a un an, j'hésitais à arrêter mon activité parce qu'effectivement, le contexte et les conditions faisaient que c'était trop difficile. Le burn-out est une forme, on dirait en tout cas, de décompensation. C'est ce qu'on appelle un épuisement professionnel. Je trouve que ça parle beaucoup plus. Mais c'est exactement les mêmes ressorts que la dépression. C'est-à-dire, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus rien à donner en face. Pourtant, on m'en demande encore et plus encore, mais je n'ai plus rien à donner. Et donc là, la seule solution, c'est le blackout, c'est de dire, c'est cérébralement parlant. Parce que moi, j'entendais quelqu'un, tu vois, dire, c'est pas tant dans le psyché, c'est plus physiquement, mais où ça va se traduire physiquement. Ouais, mais c'est ça, parce que j'ai quand même, pour avoir accompagné pas mal de personnes où je peux dire, ils étaient sombres, quoi. Oui. Tu vois, comme une vraie dépression. Oui. Ça va se manifester dans ton corps, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des symptômes qui sont ce qu'on appelle par exemple la clinophilie. C'est-à-dire que des patients ne peuvent plus se lever de leur lit. Ils sont couchés sur leur lit. La clinophilie, c'est je n'arrive pas à me lever physiquement, mais pas parce que tout marche, les muscles marchent, les nerfs marchent, la respiration, le cœur, tout est possible, sauf tout est là. Psyché. Mais le psychisme bloque la personne dans une position qui est insurmontable. Sortir de son lit est devenu une épreuve insurmontable. C'est vous dire à quel niveau d'épuisement. À quel niveau d'épuisement on peut arriver dans ces cas-là. Donc c'est pour ça que parler de maladie, encore une fois, ça me paraît très important, parce que ça met aussi un peu de la distance sur la façon dont on va voir la personne qui est réellement dépressive. C'est ça. Mais est-ce que quelqu'un qui a fait un burn-out peut partir ensuite dans une dépression? Oui. Ok, donc ça se soigne de la même manière aussi? Tout est toujours très spécifique. Moi, je dis souvent aux patients que j'accompagne, notamment sur le plan médicamenteux par rapport à la question de la dépression, qu'on leur donnera des outils pour essayer de tenir à peu près debout. Mais la rééducation, ce sera une rééducation qui est une rééducation d'environnement, de vie, de décision, de position, d'individu, d'image de soi. Enfin, il y a tellement de choses qui interagissent là. Et c'est merveilleux parce que quand les gens mettent petit à petit le doigt sur les choses qui, effectivement, ça, c'est pas juste dans ma vie, ça, je le fais pour les autres, simplement parce que je veux qu'ils m'acceptent, parce que moi-même, je m'accepte pas, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est tout un puzzle de vie qui change. Et tu te retrouves après, au bout de 2-3 ans, avec une personne qui te voit avec un grand sourire et qui est très épanouie parce que finalement, elle est dans sa vie. Elle vit sa vie. Et en règle générale, quelqu'un qui sort vraiment d'une dépression, pas qui est un peu cyclique, mais je dirais qu'il est transformé. Moi, je le trouve transformé et je le trouve plus rayonnant qu'avant. Parce qu'il a compris, en fait. C'est ça. Il a compris. Parce que les gens sont pas en dépression comme ça, quoi. C'est pas attraper une bactérie qui vient, c'est un contexte aussi. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des caractères qui prédisposent à ça? Des caractères, des tempéraments, oui. On peut décrire effectivement les personnes qui vont justement être les personnes les plus introverties. Alors, je mets ça un peu en perspective parce qu'il y a des personnes très extraverties qui, de ce fait-là, vont payer leur investissement excessif dans le monde professionnel ou d'autres choses. Mais effectivement, les personnes qui, justement, auront, je reviens sur l'image de soi, une perception qui va être erronée de qui ils sont, ça va plutôt être des personnes qui vont toujours être très attentifs, très à l'écoute, ils vont toujours être tout à fait d'accord avec ce qu'on leur dit autour, et puis tu vas leur demander « ça te dérange pas ?» « Non, ça me dérange pas. » Et je le fais, et je le fais, et je le fais. Et un jour, vous avez cette personne-là qui explose complètement, et qui est au fond, non seulement au fond du trou, mais en plus, on va à toute la terre, parce que d'un coup, tout ressort comme une explosion. Et ça, pour le coup, c'est des profils. Effectivement, après, il y a des profils familiaux, parce qu'il y a des terrains aussi qui sont des terrains familiaux, où on le sait pertinemment que quand vous avez des ancêtres ou des aïeux qui ont justement cette faiblesse ou cette fragilité sur le plan émotionnel qui est multifactorielle aussi, effectivement, il y a des risques. Et puis après, il y a des maladies psychologiques ou psychiatriques qui accompagnent et qui sont aussi à risque. L'âge, il faut énormément se méfier. Les personnes âgées dépressives, ça se voit pas comme chez les autres.
personnes âgées. Il me regarde. Encore Je suis pas la plus vieille sur ce plateau. Ça, c'est alors un autre débat. Mais non, je suis pas dépressif. Mais non, je vais bien, je te dis. Exactement, je vais C'est bien. ça. Mais Ah, t'as pas l'air, c'est ça. pardon. C'est insupportable, mais je vais bien. Mais je pense que- Irritabilité, imbuvabilité, ça rentre dans l'eau. Exactement. Je pense que pour quelqu'un qui a cette, je dirais plus cette tendance ou cette fragilité à c'est un terrain plus fragile ou plus favorable, ben, l'avantage d'être conscient que le terrain est plus favorable, c'est de faire plus gaffe aussi. Ouais, après souvent, le terrain à lui tout seul suffira pas, parce que tant que tu n'as pas vécu la dépression au sens réel du terme, à mon sens, tu peux lire tous les bouquins dessus, tu peux, Oui, tu tu peux peux pas écouter comprendre. toutes les... Bien tu sûr. ne peux pas la comprendre. Mais tu vois, par exemple, moi je dirais que dans mon cas, moi je suis de nature, je le dis souvent sur le plateau, mais mélancolique. Et si je me donne pas de la peine pour exprimer ce que je vais ressentir, j'aurais jamais l'envie, j'aurais rapidement cette tendance à sombrer un peu dans mes pensées. Je suis pas un gars sombre comme ça, mais c'est plus cette nature. Moi, je suis un introverti, etc. Et je sais que c'est notamment les heures de sommeil, etc. Je sais que c'est les trucs où il faut que je fasse gaffe pour que ça aille bien, pour que ça tourne, d'avoir un rythme, d'avoir de l'équilibre. J'ai besoin d'énormément d'équilibre, d'énormément de choses cadrées. Et c'est ça qui fait que la machine tourne bien. Mais d'en être conscient, mais c'est aussi parce que je me suis tapé le mur une fois, mais d'en être conscient nous permet de faire action pour les prochaines fois. Et c'est pas grave, c'est pas une tare en fait, tout simplement. Non, mais cette question d'équilibre, je pense qu'elle est vraie pour tout le monde. Ouais. C'est ce que Elle j'allais est vraie dire. pour tout le C'est monde. vrai pour tout le monde. Je pense même que le côté se prendre le mur, c'est parfois bon parce que malheureusement, on a beau nous le dire, nous le redire. Oui, mais tant que ça va, je continue quand même. On J'essaye. tire sur la corde. Allez. Et je pense que tant qu'on se C'est tape pas la pas le mentalité mur, alsacienne en plus. Je pense ça, que c'est- Ouais, j'allais dire, ça c'est dépend. Chez nous, Ouais. tant qu'on se C'est tape ça. pas le mur, on n'a pas C'est conscience qu'il y a un mur, tu vois. On n'a pas C'est conscience ça, qu'il y a des exactement. limites, il y a des Il y a frontières. un côté perfectionniste qu'on retrouve beaucoup par ici. Et je trouve que je peux pas non plus généraliser les Alsaciens, mais peut-être dans cette génération. Moi, quand je suis arrivée du Sud, j'ai dit, mais ils sont fous ces Alsaciens. Et je me rappelle, Comment ça, ils sont Joken, il avait dit ça. Vas-y, Vous répète, êtes vas-y, complètement fous. Mais oui, vraiment le souci de la perfection, c'est un truc qui, moi, me fatiguait. Hein. Ouais. Mais alors justement, parce que tu parles de l'ancienne génération, et c'était la question que je voulais te poser, est-ce que tu as l'impression que dans cette génération, j'étais encore il y a quelques temps avec les jeunes et je leur parlais de ça, mon constat à moi, c'est que je vois une génération aussi de plus en plus fragile. Fragile, ouais. Et du fait que de l'éducation, mais aussi, voilà, ils ont plein de flou dans leur vie, on leur demande des gros choix énormes. On leur a dit bientôt au collège, on vous demandera où vous allez finir enterré, on voudra absolument savoir où, comment, quand. Mais je pense qu'il y a des mécanismes, le côté un peu battant qui disparaît de plus en plus. Est-ce que tu vois un peu cette fragilisation aussi de la génération? Ça, à mon sens, vraiment, c'est une question sociétale. Ouais. C'est clairement une question vraiment. sociétale, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui va être fondement, et nous, croyants, le vivons encore plus violemment peut-être que d'autres, parce qu'on se rend compte effectivement du décalage qui se crée entre la société et les fondements au niveau, par exemple, de la foi. Mais la question de la famille est complètement déconstruite. La question de l'éducation est complètement déconstruite. La question de la place dans la société. Je veux dire, nos ancêtres, pas les Gaulois, mais entre les deux, ils avaient des perspectives. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'en faisant tel effort dans telle direction, ils avaient une certaine certitude. Bien sûr, on peut le pondérer, mais ils avaient Aujourd'hui, il n'y a plus de certitude. Tu peux te lancer dans une voie et ne pas être tout à fait certain que tu vas aboutir là où Tu tu peux voulais faire aller. 10 ans d'études sans te dire. Mais il n'y a pas longtemps, il y a déjà 10 ans, on nous disait, enfin, un certain nombre d'études nous disaient qu'un jeune qui sortait maintenant de fac, ou d'études comme les tiennes, faisait au moins 3 voire 4 métiers. C'est incroyable. Parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Je veux dire. Moi, je me qui sont rappelle là, très bien au collège la fois où un de mes profs avait dit mais faut pas vous attendre à faire le même métier toute votre vie. Et j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit mais comment c'est possible? Alors comment je me projette? C'est ce principe d'incertitude qui est en Oui, plus cultivé à mon sens. l'insécurité. Parce que le principe d'incertitude, finalement, ça fragilise. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ce sens, parce qu'on est quand même, on le redit, mais quand même être un individu seul, face à soi-même et à sa responsabilité face au monde, c'est extrêmement difficile. C'est très très lourd à porter. Par contre, être un individu dans une collectivité, faire partie d'un groupe et avoir une identité dans un groupe, ça pour le coup, c'est quelque chose qui peut te renforcer, te donner C'est ça. justement, t'es pas tout seul.
Et aujourd'hui, la société, justement, de façon générale, c'est un peu bateau ce que je raconte. Individualisme. Mais le fait que finalement, on mette en avant l'idée que vous choisissez ce que vous voulez être, quand vous voulez être, comme vous voulez être, mais ça n'a rien de positif pour l'individu. L'individu s'y perd, il s'y dilue, et là, quand t'es perdu, t'as le premier réflexe qui est tout à fait naturel, le réflexe le plus archaïque au monde, c'est ta peur. T'es anxieux, tu sais pas. Et là, quand t'es anxieux, qu'est-ce qui se passe ? Tu dors plus bien, tu fais plus de projets, tu finis par avoir des rythmes qui sont complètement épuisés, ainsi de suite, tu glisses, et puis effectivement, pour le coup, on va être fragile, on va être dépressif. Et inversement, parallèlement à cela, on rentre dans une société plutôt tribale. C'est ça. On va se créer des groupes de tel centre d'intérêt, tel centre d'intérêt, et puis finalement qui au fil du temps peuvent ne plus se comprendre, parce qu'il y a les défenseurs de la mouche intravédule, ne comprennent pas ceux qui sont défenseurs des étoiles à l'autre bout de l'univers. Donc et qui se comprennent plus, et une archipélisation de la société qui fait qu'il y a un vrai danger, c'est qu'on ne fasse plus société. C'est la question, puisque cette idée des envies et puis finalement des points d'intérêt différents existent depuis toujours. Mais c'était toujours sous couvert de quelque chose de plus grand. C'est ça. On faisait partie d'un village, on faisait partie d'une communauté, on faisait partie d'une patrie. On parlait patrie, mais ça c'est... On parlait tout à l'heure on parlait en off tout à l'heure avec Laurent et Nathalie des tueries notamment qu'il y a aux États-Unis, etc. Vous avez des discussions sympas. Oui, mais vous étiez sur autre chose, vous. Non, mais parce que c'était un fait, il y avait un fait d'actualité, etc. Alors qui est passé maintenant qu'on est en février, mais nous on tourne, sachez-le, on tourne en novembre. Mais du coup, on parlait de ça et en disant mais c'est fou parce que regarde en Suisse, quasiment chaque homme a une arme à la maison. Oui. Et pourtant. Mais il y a une vraie motivation et c'est la patrie. Et tu regardes en France, j'entendais une interview, s'il y a une guerre, est-ce que vous irez vous battre pour le pays ? Il dit jamais de la vie. Quel pays ? Jamais de la vie. Quel pays, c'est ça. Alors que dans la mentalité suisse, mais comme aussi il y a tout le service militaire, il y a vraiment cette notion de patrie qui est, elle est en train de disparaître. Ils ont un train de retard, je dirais, sur ça. Pour eux. Et qu'ils en profitent. Pour une fois, ne soyez pas à l'heure. Mais il y a cette mentalité quand même de la patrie, tu vois. Et je pense que ça, je suis assez d'accord avec ça. D'accord avec vous sur peut-être que ça s'étiole, mais il n'empêche, vous allez en Suisse, pardonnez-moi, mais là vous rentrez partout, il y a des drapeaux suisses. Partout, et sur des produits il y a une fierté, nationale. Je pensais aussi pour la dépression, il y a un autre paramètre qui fragilise, alors moi je le vois peut-être chez les filles, peut-être plus chez les filles, c'est qu'on leur fait croire que la vie devrait être toujours belle, qu'on ne doit pas vieillir, qu'on doit rester toujours jolie, qu'en fait, elle se baigne de mensonges continuels et qu'une vie sans souffrance et sans douleur n'existe pas. Mais bien sûr. Mais c'est comme si elle rêvait d'une vie douce et agréable tout le temps. Et s'il arrive une épreuve, elles sont complètement perdues, comme si l'épreuve ne devait pas faire partie de leur vie. Comme si l'épreuve était la preuve d'une erreur, d'un échec. Exactement. Et là, je me dis, mais c'est vrai qu'on n'a pas été élevés de la même façon, quoi. Souvent, je l'ai dit à des petites, à des mamans qui devenaient mamans. Je dis, mais vous savez, l'important pour un enfant, c'est d'être aimé. Si vous traversez des épreuves avec votre enfant, ça va pas le rendre fragile, ça va le rendre fort. C'est tout le contraire. Mais si l'enfant se sent aimé, il peut vivre dans toutes les conditions. Vous pouvez l'amener au Pérou, vous pouvez l'emmener n'importe où, en sac à dos ou n'importe quoi, vivre même des situations dangereuses. Faut pas les chercher. Mais... Non, mais moi je sais qu'avec mes parents, on a vécu des situations dangereuses. Mais aujourd'hui, je pense que ça a bâti mon caractère et j'aime l'imprévu, par exemple. Regarde Rachel Neuhaus qui a vécu, qui était enfant en temps de guerre en Afrique. Mais oui. Où elle l'a déjà témoigné. Et c'est une battante, t'as un sourire, t'es assez jolie avec ton âge avançant. Oh. Mais tu vois pendant ça, bien. Tu vois, on parlait, on va attendre vers la fin parce que ça fait plus d'une heure qu'on discute. Mais c'est vrai que sur les anciennes générations, alors pas la tienne, enfin pas la vôtre, mais déjà celle d'avant. Ce qu'il nous dit là. Quand ton père il faisait tel métier, tu savais le métier que tu allais faire aussi. Ouais, et donc finalement, est-ce que c'est toujours bon ? Non, mais tu savais que tu avais cette pression en moi. En fait, tu apprenais ton métier dès le plus jeune âge et ça faisait partie de ta vie totalement. Et forcément, tu te battais dans ce métier parce que c'est toujours ce que tu as su faire. Et en même temps, c'était un choix qu'on t'a pas demandé de faire quand tu avais 14 ans et que tu
Tu vois ce que je veux dire? Je trouve aussi dans le système de l'éducation nationale, là, c'est assez compliqué pour un jeune. Au-delà du problème du choix, c'est vrai qu'il y a vraiment, et c'est ce que tu disais, Jonathan, vraiment la question de l'identité, la question de sa place. Alors, bien sûr, dès qu'on parle de la question de l'identité, on pense à l'identité sexuelle, mais finalement, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui semblent se chercher, et ce sont souvent ces élèves-là qui souffrent également de symptômes dépressifs, qui sont absents, et on apprend ensuite que cet élève souffre de dépression, il a un emploi du temps aménagé, que certains vont peut-être même tenter de se suicider ou ont pu tenter de le faire. Et c'est souvent lié à cette question de l'identité de ma place. C'est ça. Et quand tu parlais tout à l'heure de tribus, de ces communautés qui se forment, on le voit vraiment chez les élèves. Et moi, il y a des cultures. Ça m'étonne pas, mais en même temps, ça me surprend étrangement de dire, punaise, c'est les périodes d'âge où la vie, elle devrait être le plus présent, qu'il sombre, moi je vois de plus en plus de jeunes sous anxiolytiques. Mais tu sais, la question de l'identité, c'est une des questions que j'aborde le plus régulièrement en entretien. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, Claude, mais l'identité, et notamment l'identité en Christ, c'est une petite parenthèse, c'est pas le même sujet, mais on en fera probablement une émission. La question de l'identité en Christ, c'est quelque chose qui est de loin pas acquis pour énormément de chrétiens. Tout à fait. Énormément de chrétiens, et notamment beaucoup, la plupart du temps, c'est les enfants chrétiens. En toute sincérité, j'étais des fois pas énervé, mais je me dis, mais qu'est-ce qui nous baragouine, le mène toujours sur l'identité? Quand je t'ai entendu prêcher les premières fois, je me dis, mais enfin, là, il nous baragouine l'identité par-ci, l'identité par-là. Et je me suis intéressé à la question. Parce que tu avais dit un jour, l'identité, c'est qui suis-je? Et j'ai juste poursuivi cette question en creusant les textes. Or, les textes, notamment les textes pauliniens, démarrent par là tout le temps. Éphésiens, chapitre 1, 2, ça parle que de ça, quoi. Et je dois avouer que je pense que, en tout cas dans nos milieux, dans ceux que moi je connais, cette notion-là n'était pas une question il y a 30 ans. C'est ça. Oui. En tout cas, c'était quelque chose qui se transmettait, entre guillemets, presque naturellement, de père en fils. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est vraiment, il faut en parler, à la fois de cela, parce que tout va dépendre de cela. Parce que là, une fois que je sais qui je suis, après, je peux affronter un monde extrêmement mouvant. Mouvant, effectivement. Moi, j'ai 2 filles de 17 ans. Leur demander qu'est-ce que tu veux faire demain. Bien sûr. Alors évidemment, il y a maintenant des choix qui se font, mais elles ne sont pas certaines du tout qu'elles vont faire ça toute leur vie, loin de là. Mais c'est pas grave à la limite, parce que la sécurité elle est ailleurs. C'est l'assise qu'elles ont trouvée dans le Seigneur. Et sécurité, je pense. Et donc je nous encourage tous à continuer de temps en temps à filigrane ou clairement en parler. Et particulièrement chez les enfants de chrétiens, il y a une question de l'identité en Christ. Moi, je me rappelle le switch, le moment où j'ai capté. Et ça a tout changé dans ta relation avec Dieu, dans ta vie personnelle, etc. On va terminer parce que le temps passe. Mais Joe, comment on sort de la dépression? Vite fait, pour la fin. On prend un bol d'air frais, on va se faire une promenade. C'est quel médicament Non, on hésite. Allopathique ou homéopathique? On n'hésite en tout cas clairement Moringa. pas à demander de l'aide. La personne dépressive aura une tendance, c'est s'isoler. S'isoler, parce que personne autour de vous comprendra. Et réellement, c'est vrai que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui entend. Donc il faut vraiment essayer de chercher, trouver de l'aide auprès des professionnels ou auprès de gens qui sont de conseil, des figures, je dirais, des gens qui pourront savoir de quoi elles parlent. Il y a plein de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. C'est effectivement très individuel. Les médicaments allopathiques ou autres, mais je dirais que c'est des outils. Aujourd'hui, c'est vrai, et je pense que petit à petit, ça s'améliore dans le milieu. Mais on voyait ça comme limite un échec spirituel. Si tu avais besoin d'antidépresseurs, c'est que ta foi en Dieu, elle est quand même elle est à remettre en cause. Mais ce sont des outils. Après, c'est des béquilles, quoi. Moi, c'est exactement comme ça que je le présente à mes patients. Leur dire, écoutez, vous, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, pour pas que vous couliez et que vous perdiez complètement pied, il vous faut une paire de brassards. Pour que vous teniez debout après cette fracture émotionnelle qui est la vôtre, il vous faut une paire de béquilles. C'est une paire de béquilles chimiques, soit, mais elle vous aidera à tenir debout pendant un certain temps. Et croyez-moi, un jour, on s'en débarrassera quand vous aurez réussi à régler tout le reste. Je pense que c'est la peur aussi des gens. C'est je vais être sous traitement à vie. Tu vois. Ça, probablement. Mais c'est un des éléments. Moi, ce que je veux dire par là, au-delà du médicament, je le mets même pas en obligation. Moi, j'ai des patients qui n'ont jamais eu besoin de ça. Il fallait juste les sortir de leur milieu. Ils allaient déjà beaucoup mieux. Ils sont reconstruits sans traitement. Mais ce qui est important, à mon sens, dans le message, c'est qu'il est tout à fait possible de guérir de la dépression et d'aller mieux
Je pense que c'est un message qui, à mon sens, a du sens. C'est Bah oui, très bien. carrément. Est-ce que si quelqu'un, mais vraiment c'est ma dernière question, si quelqu'un constate qu'un proche est un peu dans un état de dépression, alors il va pas faire un diagnostic médical, mais un peu tout ce que tu disais tout à l'heure, et que la personne, on parlait du déni, parce que pour moi le déni c'est peut-être l'étape la plus difficile, la plus longue, et parce que j'ai vu des gens, ça faisait des années, et à partir du moment où ils ont dit ok je suis malade, franchement en quelques mois ils étaient complètement retapés. Hein. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas le tirer en même temps. C'est, à mon sens, un des pièges majeurs de la dépression, c'est que c'est un cercle vicieux. Tant par la culpabilité qui t'entraîne à être culpabilisé de plus en plus, parce que finalement, tu n'acceptes pas toi-même l'état dans lequel tu es. Mais en même temps, c'est un état dans lequel tu es. Donc ça a quelque chose, c'est triste à dire, mais de sécurisant. Parce que tu es dans une situation que tu détestes, mais tu la connais. Et t'as peur de quoi? T'auras peur de changement. L'inconnu. Et c'est ça. Pire que ça, il y a aussi des bénéfices dits secondaires, parce que dans cette situation-là, autour de toi, on va regarder, ça va, comment ça se passe, etc., etc. Et inconsciemment, parce qu'on est construit comme ça, on va se nourrir de cette affection, de cette attention, etc. Et finalement, inconsciemment, encore une fois, on aura beaucoup moins tendance à dire « je vais mal », dans le sens je veux aller mieux. Et c'est vrai que quelqu'un qui est de l'extérieur, pour revenir quand même sur ta question, et qui veut aider une personne qui en est à ce stade où la dépression est devenue comme j'aime bien l'image, comme une bonne amie qui est très désagréable, mal habillée, qui se lave pas, qui sent mauvais, etc. Mais c'est une amie, donc on la garde quand même. Ben, pour que cette personne s'en débarrasse, il va falloir l'aider à cheminer petit à petit dans sa réflexion aussi, et lui montrer le bénéfice qu'elle aura aussi en dehors. Parce que quand vous êtes dans la dépression, vous êtes complètement concentré sur ce point-là. Et petit à petit, il faut amener tout doucement la personne à regarder un peu à côté. Petit à petit. Et le un peu à côté, bah, c'est par exemple lui dire, écoute, ton objectif aujourd'hui, c'est juste de te lever, d'aller te brosser les dents et de retourner dans ton lit. Ça, c'est regarder un peu à côté. Et un petit peu à côté. Se donner des objectifs qui sont à la hauteur de ce que la personne peut porter. C'est ça. Et petit à petit. Et jamais essayer de dire, écoute, faut que tu te mettes un grand coup dans le derrière. C'est une question de volonté. Ça va aller, bouge-toi. C'est une question de volonté. Dire un paralysé, lève-toi, sans lui donner la capacité de marcher, c'est ça. Ce que je dis à mes patients qui sont dans cette situation de conseils toxiques, c'est de leur dire, c'est comme si au lieu de vous tendre une corde à vous qui êtes en train de vous noyer, on vous jette une chaîne qui pèse plus lourd que vous et on vous dit, allez, sors. C'est ça. Et il y a des principes bibliques. Quand la Bible dit à chaque jour suffit sa peine, on sait bien que chaque jour est différent. Et il y a des jours où on peut porter plus que d'autres. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais si aujourd'hui tu peux te brosser les dents, bah brosse-toi les dents. Et si demain tu peux te brosser les dents et faire ton lit, tu le fais. Je pense que c'est un vrai débat qu'on devrait avoir entre nous pasteurs. Et dans le milieu pastoral, sur les conseils. Mais oui, parce que j'en fais partie, j'ai vécu une dépression réactionnelle, qu'on m'a dit. Mais je me dis, ce qui ne m'a pas fait de la peine, mais je me suis interrogé, c'est que je me suis dit, mais j'ai dû aller voir des professionnels de la santé, que j'apprécie, j'ai rien contre eux, pour m'aider à comprendre ça. Bon, moi j'avais des jours où je voulais plus me lever. Voilà, je me levais. Parce que, comme il l'a dit Joe aussi, il y a une méconnaissance. Voilà, mais encore une fois, j'ai pas un reproche, mais je veux dire, on peut évoluer. Dans la transmission, peut-être d'amener des jeunes pasteurs dans leur cursus de formation, d'avoir on est d'accord. Mais tu vois, par exemple, quelque chose que je fais beaucoup avec des gens qui ont des troubles comme ça, des difficultés de dépression ou de burn-out, etc. Mais je les déculpabilise du fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu prier. C'est tout bête, hein. Aujourd'hui, ils n'ont pas pu lire la Bible. Ça peut devenir un fardeau. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas la force, Dieu n'est pas loin quand même. En performance, c'est ça. Et je pense, mais c'est bien, c'est une bonne remarque. Et écoutez, enfin, je me souviens de témoignages personnels quand j'étais vraiment au fond du trou de ma dépression et que, sincèrement, je me demandais comment je pouvais faire en sorte, c'est horrible, mais de terminer ma vie sans l'avoir provoqué. Donc, on va dire, j'étais à souhaiter d'avoir une maladie grave. J'étais à souhaiter d'avoir quelque chose qui m'arrive, qui m'emporte, et je peux retourner devant le Seigneur en disant, t'as vu, je suis pas suicidé. Mais j'en étais à cette réflexion-là, et j'avais des moments où je devais prendre mon téléphoner à papa, qui était un peu démuni dans le débat, mais quand même, je lui téléphonais, et simple fait qu'il m'écoute, et à la fin, il dit, écoute, Joe, on va prier ensemble. Même si de l'autre côté, il avait entendu ce que j'allais dire, on remettait ça au Seigneur, on se déchargeait,
je finissais la conversation, je me sentais beaucoup plus, juste simplement plus léger. Ça durait pas forcément très longtemps, plus léger, mais j'avais une oreille. Donc si vous savez pas quoi dire à la personne qui est en souffrance à côté de vous, juste être disponible. Et je pense que c'est important de le dire, on n'est pas là pour donner les réponses aux gens. Souvent, ils cherchent pas de réponse. Non. Ils cherchent juste à être écoutés. Et en même temps, pour ceux qui accompagnent, moi je leur dis souvent, faut qu'il y ait un équilibre. Trouver de l'équilibre. Parce que sinon, c'est des gens de puissants fous qui te drainent dedans. Mon prof le prof à l'époque qui abordait ce sujet à la fac nous donnait l'exemple justement du puits. Et c'est vraiment un exemple. Je lui avais parlé à l'époque. Et c'est si tu veux aider quelqu'un qui est au fond du trou, mais que tu te penches trop dans le trou, tu vas finir avec lui. Par contre, si tu es très très loin de son problème et que tu n'as aucune empathie dans le souci, ça c'est vrai pour tout type de souffrance. On parle de la maladie, pas que de la dépression. Tu n'arriveras jamais à l'atteindre. Il faut vraiment qu'il y ait un juste milieu pour pas se faire aspirer, parce que la personne dépressive peut être un trou noir. Hein. C'est ça, vraiment. Un trou noir. Les amis, le temps est passé, c'était extrêmement intéressant. Merci Joe. C'est un plaisir. J'espère que ça vous a poussé dans vos réflexions. Non, c'est absolument. Très intéressant. Du coup, c'est quel médicament homéopathique qu'on peut prendre en cas de dépression, tu peux prendre une millepertuis si tu veux. Non, en tout cas, merci chers amis. On espère que vous avez pu réfléchir avec nous. N'hésitez pas encore une fois à réagir, partager vos avis. Et alors, je fais peut-être juste une petite parenthèse, mais parce que je l'ai vu sur l'espace commentaire aussi. Le but de l'espace commentaire, c'est pas de conseiller des professionnels de différentes choses, notamment, je vais être très clair aussi, des professionnels de... Par exemple, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, de placement financier, etc. C'est pas du tout le but de cet espace, ni de professionnels avec Là, c'est que vous puissiez vous exprimer, vous, sur votre vécu, sur ce que vous ressentez, etc. On est très heureux que ça puisse vous servir. Merci Joe. Merci à vous trois. Et puis, Laurent, est-ce que tu serais d'accord de terminer par la prière ? Bien sûr. Père, merci pour cette émission, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Fais-leur du bien, Seigneur. Et fais-nous, Père, la grâce d'avoir ce discernement qui vient d'en haut. Quand il est question de thérapie, de médecine alternative particulièrement. Enfin, Seigneur, j'aimerais, pour terminer, te remettre et déposer à tes pieds tous ceux, Seigneur, qui souffrent de dépression. Chrétiens ou pas, Seigneur. Oui. Tu les connais, tu les aimes, tu es à leur côté, tu es devant nous, derrière nous, tu nous soutiens, Seigneur. Et je voudrais vraiment te les remettre, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission. On s'y retrouve 19h ou quand vous voulez dans la semaine. C'est YouTube, c'est pas la télé. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.